Pardon. Merci beaucoup, Bernard. Bernard a fait des tentatives d'humour tout à l'heure, comme des tentatives de chansons hier soir, mais pas également couronné de succès. Voilà, tu ne reviendras plus jamais. Bon, je voulais remercier tout d'abord Karine Garcet qui m'a recommandé pour ce forum, et bien sûr Géry Pichot, qu'on peut applaudir parce que c'est un homme extraordinaire. Multifacette, arbitre de pentathlon, joueur de hockey sur gazon, sauteur en parachute. Comment ? Sur glace. Sur glace, hockey sur glace. Autant pour moi. Ça, je ne me permettrai pas. Voilà, donc on m'a demandé de parler des régimes déviants. Tac. C'est là. C'est là. Alors, vous connaissez peut-être cette phrase culte de Brillat Savarin, qui n'est pas qu'un fromage, mais un grand auteur, gastronome transcendantal du XIXe siècle, qui dit « Dis-moi ce que tu manges, et je te dirai qui tu es ». Voilà, exactement. Donc voilà l'alimentation comme un peu caractéristique de la personne. Voilà la manière de s'alimenter, sauf, et on en a parlé ce matin évidemment, sauf dans les régimes de malades ou de convalescents, bien entendu, que je mets de côté ici. Alors pourquoi cet attrait aujourd'hui pour les régimes déviants? Voilà, bon, le terme de déviant est sans doute un terme moral un petit peu tendancieux, mais voilà, pour dire simplement qu'on dévie de la normalité, entre guillemets. Voilà, alors, ici, il y a une idée d'autosurveillance. Voilà, j'ai repris le titre de Foucault, comme vous l'avez sans doute pas remarqué, surveiller et punir à propos des prisons. Je plaisante, parce que les médecins peut-être lisent des choses sur les prisons. Se surveiller et se punir. Voilà, on a une sorte de perte de l'innocence biologique, du rapport naturel à l'alimentation, que l'on a lorsqu'on est enfant. Voilà, l'enfant ne se pose pas de questions sur la quantité de ce qu'il ingère. Enfin, il a des goûts et des dégoûts, bien sûr, mais il ne surveille pas son poids. Un peu comme les animaux, vous savez, il ne faut pas de régime. Donc l'enfant a un rapport plus naturel, on va dire, à l'alimentation que plus tard. Voilà, même si aujourd'hui, ça commence assez tôt. Alors, un tableau un peu général d'abord. Pourquoi cette appétence, si je puis dire, pour les régimes déviants? Alors, il y a une perte d'appétit, je dirais, générale, symboliquement aussi, de la civilisation. Nous sommes dans une période, ça vous aura pas échappé, de crise des valeurs, d'absence de repères, de quête de sens, etc., avec un mouvement moralisateur qui apparaît partout, cette obsession, vous savez, de réparer le vivant, réparer le monde, voilà. Si le monde est abîmé, c'est sans doute vrai, mais cette obsession de le réparer à tout prix. Question, c'est quelle réparation on propose? Est-ce que cette réparation est vraiment justifiée? Et très clairement, vous le savez aujourd'hui, manger est devenu un plaisir coupable. Si vous traînez devant les boulangeries, comme moi, beaucoup trop souvent sans doute, vous verrez des gens dire « Ah, je ne peux pas me permettre un Paris-Brest, c'est beaucoup trop de calories, c'est une bombe calorique, etc. » Je n'ai pas le droit, vous voyez, vocabulaire juridico-moral, je n'ai pas le droit à un dessert. J'ai déjà mangé un plat, voilà. Donc, on est dans une culpabilisation du simple fait de manger, peut-être à cause de l'incapacité de se réguler soi-même. Il y a sans doute, ça il faut le dire, une abondance de nourriture. Nous sommes la première époque de l'histoire, vous savez, à partir du XXe siècle, qui a une telle abondance de nourriture, alors que pendant des millénaires, on était dans la pénurie de nourriture. Ça, c'est une explication qu'on donne souvent. Donc, il y a un rapport à la nourriture qui s'est transformé, évidemment. En tout cas, manger, ce n'est pas seulement manger. Manger, c'est ingérer des valeurs. Vous voyez, il y a tout un aspect idéologique du fait de manger, clairement, je pense, que l'on va souligner aujourd'hui. Ce qui est vital ici, c'est le rapport au corps que l'on a. Vous voyez, le rapport au naturel, entre guillemets, hein, il n'y a pas de nature absolue, bien sûr. Le rapport à naturel qui devient de plus en plus compliqué. On est dans une volonté. J'intervenais hier dans un autre colloque sur les nouveaux types de parentalité. Alors peut-être que vous en avez entendu parler, les bébés lotus, les bébés qui restent avec leur placenta pendant 3 jours. Alors, il ne faut pas marcher dessus, hein. Il ne faut pas mettre les pieds dans le placenta. Pardonnez-moi. Donc, moi, je ne fais pas de blagues de cul, je fais des blagues d'utérus. Il y a là, quelque part, une mutation des esprits. Vous savez, et aussi la congélation des ovocytes, je l'ai cité hier. Alors, c'est des femmes américaines, souvent, qui ne veulent pas faire d'enfants tout de suite parce qu'elles savent, et c'est vrai, que ça va ralentir leur carrière. Donc, ils congèlent leurs ovocytes pour dans 10 ans, parfois 20 ans. Alors, vous voyez, cela témoigne d'un désir de contrôler la nature. Vous voyez, on veut maîtriser l'ordre naturel, ce qui est quand même assez étonnant. Et puis, il y a pour les jeunes notamment,
Et vous savez, les jeunes sont, enfin, tous les pédiatres le savent, les jeunes sont en très grande difficulté psychique aujourd'hui. Moi, j'ai, dans une terminale du moment, j'ai 5 gamins suivis officiellement en psychiatrie. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres officieusement qui sont suivis, mais voilà. Il y a un sentiment de perte de chance. Voilà, il y a eu la détresse quand Michel Barnier a été censuré, voilà, chez les jeunes. Non, ils n'étaient même pas au courant. Et fondamentalement, la peur du réchauffement climatique. Vous voyez, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous avez des adolescents à la maison, mais cette idée de pourquoi agir, pourquoi faire, de toute façon, on est foutu. Alors moi, je leur dis, oui, on est foutu, mais ça n'empêche pas de bien vivre en attendant la fin. Voilà, c'est des approches différentes de l'éco-anxiété. Donc voilà, on parle, vous connaissez certainement tous ce terme, j'imagine, je ne le définis pas, orthorexie, du grec orexis qui veut dire l'appétit, bien sûr, comme dans anorexie, l'absence d'appétit. Et orthos, ça veut dire le droit, ce qu'on redresse en fait, comme orthodoxie, vous savez, et la seule véritable religion, l'orthodoxie. Donc l'orthorexie, c'est le fait de redresser l'appétit qui est naturellement déviant. Vous voyez, on inverse ici les choses. La nature ne sait pas bien faire les choses. Il faut un contrôle humain, un contrôle artificiel sur l'alimentation. Vous voyez, voilà l'orthorexie. Et je vous renvoie à ce livre. Bon, c'est pas un grand livre, mais c'est un livre, c'est une bonne entrée en matière dans cette question. Ce qui est paradoxal, c'est que l'idée, c'est de manger sain. Vous savez, alors, tout dépend de ce qu'on définit par sain. Vous êtes d'accord? Et là, on met de côté, encore une fois, les régimes de malades, lorsqu'on a un intestin irritable ou des maladies digestives, etc. Mais quand manger sain devient obsessionnel, quand le bien manger devient une morale, le bien manger, n'est-ce pas? Alors, je vous ai mis un petit extrait intéressant de ce livre-là, de René MacGregor. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au XIXe siècle, les gens se luttaient encore pour manger, comme pas mal de SDF encore aujourd'hui, vous savez, qui font les poubelles, etc. Mais à l'époque, c'était bien pire, bien entendu, il n'y avait même pas de poubelles, de possibilité de récupérer finalement pas mal d'alimentation, parce que les gens jettent énormément de choses. Il y avait beaucoup de pauvreté, la nourriture glorieuse, c'est le monde des classes aisées et opulentes. Voilà, les gens ventrus, ventripotents, n'est-ce pas, étaient les riches. C'était le symbole de la réussite, du succès social, hein, n'est-ce pas, Géry? Donc, disposer d'un choix abondant de nourriture garantissait la santé et la vigueur. Voilà. Il faut lire Balzac ici. Quelqu'un qui était gros était en bonne santé. Voilà, malheureusement, les critères ont changé. Je le dis pour moi aussi. Aujourd'hui, malheureusement, et j'ai eu un peu de morale hier pendant le dîner avec certains médecins fit qui courent tout le temps, etc. Enfin bref, passons. Faisons l'ellipse temporelle. Donc, si on passe à notre époque, aujourd'hui, il semblerait que nous soyons plus préoccupés par les aliments que nous devrions éviter. Vous voyez le changement complet de curseur. Avant, c'était quels aliments choisir positivement. Aujourd'hui, on voit plutôt ce qu'il faut éviter. Voilà, c'est-à-dire le raisonnement du corps malade, on l'étend au corps sain aussi. Voilà. Notre statut social semble parfois se mesurer aux restrictions que nous saurons apporter à notre alimentation. Aujourd'hui, c'est le pauvre qui est gros, qui est obèse. Vous le savez bien, c'est le gros qui est obèse, et les riches qui sont plutôt en bonne santé, fit, etc., qui peuvent se permettre des coachs personnels, contrairement à nous, enfin bref, parce que nous ne sommes que profs. Donc on parle aussi d'orthorexie mentale. Alors ça, c'est un concept que j'ai développé avec Patrick Tounian, dont je parlerai tout à l'heure rapidement à la fin, sur le modèle de l'anorexie mentale. Vous voyez, ce concept n'existe pas, mais je le propose pour comprendre le rapport du corps au mental. Comme dit encore René MacGregor, voilà, j'ai repris quelques extraits de son livre, la nourriture est, alors elle l'est pour la plupart d'entre nous, certainement, excitante, inventive, créative. Vous savez, j'ai une autre explication très rapide, c'est que le fait qu'on ne fasse plus de préparation aujourd'hui influe sur notre regard sur l'alimentation. Vous voyez, le fait de manger des choses livrées à domicile, j'ai pu dire une fois, c'était une exagération, mais j'ai pu dire que la fin de la civilisation commence avec la livraison à domicile. Voilà. Bon, mes étudiants sont pour la plupart livrés à domicile. Et beaucoup de gens recourent à cette facilité, vous savez, d'avoir des repas tout faits. Mais voilà, on skippe alors toute la préparation qui est fondamentale pour les odeurs, l'amour qu'on met dans le fait de cuisiner pour les autres. On enlève cette étape de préparation qui fait partie du rituel social du repas. Vous le savez bien. Aujourd'hui, on parle de zombie eating aux États-Unis, c'est-à-dire les gens qui mangent devant des écrans. 88% des Français, des Américains, mangent devant un écran. Alors, faisons un sondage ici. Honnêtement, qui mange ici devant un écran le plus souvent? Voilà. Ah,
Voilà, parce que vous ennuyez en fait à mâcher, à vous entendre mâcher. Voilà. Bon, évidemment, ça influe sur le rapport à l'alimentation. S'alimenter devient simplement le fait d'ingérer des aliments, voilà, pour satisfaire un besoin. Et il n'y a plus tout l'aspect symbolique, social, convivial, commensal qu'il y avait auparavant dans l'alimentation. Donc l'orthorexie, qu'on peut considérer comme une maladie mentale, clairement ici, vous le voyez, n'est pas reconnue officiellement comme un trouble d'alimentation. Voilà, même si les pédiatres connaissent cette dimension-là. Mais elle en possède malgré tout tous les attributs. C'est une quête, j'en parlerai à présent, de la purification de soi. Bon, il faut voir l'aspect moral ici, s'alléger, se purifier. Vous voyez, en mangeant moins, en mangeant des choses choisies. Là encore, vous voyez l'illusion de contrôle de la nature, n'est-ce pas? Illusion de contrôler son corps. On ne contrôle pas son corps, on tombe malade, qu'on le veuille ou non. Bien entendu, tous les jeunes qui ont des RCH, maladie de Crohn qui se déclenche à 17 ans le savent, hein, ils étaient en bonne santé, etc. Jusque-là. Donc, on introduit des règles, on essaie de normer l'alimentation. Vous voyez? Et quand vous normez quelque chose, ce n'est plus un plaisir spontané. Ça devient une surveillance de soi, comme j'essayais de le montrer. Et donc, on tombe dans une forme d'obsession. Alors, un peu de philosophie, justement, sans vouloir vous lasser de bon matin, enfin, au milieu de matinée. Cela remonte, voilà, je pense que c'est important de vous donner cet éclairage historico-philosophique, parce qu'il n'est peut-être pas connu de vous. Cela remonte à la gnose. Alors, qu'est-ce que la gnose? Je ne vous interroge pas, peut-être vous le savez. C'est un mouvement un peu, une sorte de secte, on va dire, contemporaine du christianisme, qui, à mon sens, renvoie tout à fait à des pratiques aujourd'hui, sans savoir que c'est des pratiques gnostiques, mais des pratiques intemporelles. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire, nous avons eu des mouvements comme ça de haine du corps, de refus du naturel, et une volonté de se purifier du corps naturel. Voilà. Je vous en dis un mot rapidement pour vous inviter peut-être à voir ça. Les écrits gnostiques étaient connus uniquement des pères de l'Église qui critiquent les gnostiques. Mais un jour, alors c'est découverte rare, c'est fantastique, en décembre 1945 seulement, vous voyez, il y a même pas un siècle, des paysans égyptiens, des fellahines, se baladent dans les grottes parce qu'il y avait des trésors, de temps en temps ils tombaient un peu sur des vieilles pièces, etc. Et ils trouvent 3 jarres parfaitement conservées. Alors ils se disent, jackpot, c'est énorme, il y a de l'or, on va être riche, etc. Alors en même temps, ils sont superstitieux, ils se disent, il y a peut-être un djinn dans la jarre, on va peut-être pas la casser, voilà. Il y a cet aspect-là qui est rigolo dans l'exemple. Et finalement, il y en a un qui est peut-être plus cupide que les autres, qui casse une jarre, et là, à sa déception, il y a des manuscrits parfaitement conservés qui en tombent. Tous les écrits gnostiques quasiment. Découverte sensationnelle, bon, pas pour le paysan, bien sûr, mais pour l'histoire de l'humanité. Ces manuscrits, vous les avez en ligne entièrement, peut-être que vous aurez envie d'y jeter un œil. Je pense que c'est fondamental pour comprendre certains troubles de l'alimentation aujourd'hui. Sinon, pour Noël, je vous le recommande, ces écrits ont été publiés en Pléiade aussi. Il y a un volume de la Pléiade d'écrits gnostiques qui est fabuleux. Voilà. Alors, quelques exemples de cette secte religieuse pour voir la proximité avec notre époque. Pour les gnostiques, l'âme est lestée par le corps. Vous avez cette idée de lest que nous, en surpoids, éprouvons tous les jours. Cette idée de lest que le corps nous tire vers le bas. Donc vous avez cette idée qui remonte à Plotin, enfin qui est une idée ancienne, que l'âme tombe dans un corps, voilà, qui la tire vers le bas, voyez, et elle ne vise qu'à une chose, c'est s'alléger. Donc pour les gnostiques, il faut renoncer, voyez, à cette vie, parce que ce monde a été créé par un mauvais démiurge, tendance à lui donner raison en voyant l'actualité politique, par un mauvais Dieu, et il faut se débarrasser le plus possible de tout ce qui est chair, de tout ce qui a trait de la chair. Voilà. Alors, l'âme, donc, en venant dans un corps, se souille. Vous voyez l'idée de purification ici, morale. Elle est sujette à la souffrance de ce qu'elle mérite de subir. Mais si elle prend conscience, voilà l'espérance de salut, des maux dans lesquels elle se trouve, qu'elle pleure vers le Père, bon, l'un primordial, et qu'elle se repente, alors le Père lui fera miséricorde. Voilà, il faut se débarrasser de la chair, ce combat contre la chair, qui, chez saint Paul aussi, vous savez, dans le christianisme, la chair est synonyme de péché. Voilà, la sarx, la chair est synonyme de péché. Donc, il faut se détourner des plaisirs de ce monde, on va le voir à présent. Voilà, vous voyez, c'est carrément un régime qu'il donne ici. Alors, c'est pas comme les régimes du moment, le régime du con, ou les régimes bien connus. Ça n'a pas marché non plus, Bernard, ils n'ont pas d'humour, je crois. Mais je l'ai déjà dit. Tu l'as fait, le régime du con? Oui, non, ils n'ont pas d'humour, c'est prouvé. Il y a 2 ans, il y a 3 ans. Le régime du con, tu l'as déjà fait? Ah, énorme. J'ai peur parce qu'on a le même humour, du coup. Donc,
Voyez, c'est intéressant. Le plaisir qu'on prend à manger va être un argument sur ce piège. Ce plaisir est diabolique. Voyez, on retrouve ici la personne en surpoids qui hésite à prendre un dessert, voyez, parce qu'elle se dit, est-ce que j'ai le droit de faire ça à mon corps? Est-ce que j'ai le droit de faire cet excès-là? Donc, que fait l'adversaire, qui est le diable, vous l'avez deviné? L'adversaire, avec un A majuscule, il a parsemé cette vie de plaisir. Ce sont autant de pièges, vous voyez, de pièges pour l'âme. Si elle s'attache à la splendeur du monde, c'est aussi le fait de trouver le monde beau. Les gnostiques vous disent, non, le monde n'est pas beau, c'est une illusion, vous voyez. Si on s'attache au plaisir de manger, eh bien, on s'engonce dans la réalité. On s'enfonce dans le sensible, et là, c'est plus difficile, bien sûr, de s'en sortir. Donc, vous voyez, c'est un faux plaisir parce qu'il y a un venin, il y a du poison dans ces plaisirs-là. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du poison dans ce plaisir-là. Donc, c'est un appât mortel, vous le voyez. Alors, le salut, deuxième partie. Mais si l'âme échappe à cette tentation, à ces tentations-là, voilà, si elle prend connaissance des limites de ces plaisirs-là, si elle est dégoûtée de ces plaisirs-là, on va parler du dégoût dans un instant, avec le véganisme, si elle est dégoûtée de ces plaisirs-là, eh bien, elle peut rechercher les véritables nourritures. Vous voyez, ce ne sont pas les nourritures terrestres qui sont à rechercher, mais les nourritures célestes, bien sûr, donc beaucoup plus légères. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a 30 ans, mais les gens qui mangeaient de l'air, vous savez, vous aviez une assiette vide. Vous vous rappelez de ça? Les gens qui mangeaient de l'air ou qui mangeaient des choses invisibles. Donc voilà, ils ne prenaient pas de poids, évidemment, mais ils ne prenaient pas non plus de calories. Donc il y a ici quelque chose de l'ordre de se débarrasser de cette coquille, finalement, qui nous oblige à rester attachés à ce monde. Voilà, se détacher de ce monde. Alors, j'en viens à un excès. Alors, le véganisme, j'en parlerai tout à l'heure, il ne faut pas non plus exagérer sa dangerosité. On a tendance à le faire parce que c'est l'adversaire, mais voilà, je nuancerai ça tout à l'heure. Mais juste pour vous montrer un petit peu l'arrière-plan idéologique du véganisme. Voilà, alors ça part de l'éthique animale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Peter Singer. Peter Singer est très connu, c'est un Australien, mais qui a enseigné aux États-Unis, à Princeton, qui en 1975 écrit le Animal Liberation, la libération animale, où il soutient que la vie d'un animal en bonne santé est supérieure à celle d'un enfant handicapé. Vous voyez, c'était un peu choquant, bien sûr. Et donc, c'est des promoteurs de la vie animale. Donc, évidemment, il est hors de question de manger nos frères animaux. Il faut les protéger de cette prédation. Voilà, c'est le terme qu'utilisent les antispécistes. Cette prédation continue. D'accord? Voilà. Donc, voilà l'arrière-plan, si vous voulez, idéologique du véganisme. Alors, comme dans le gnosticisme, vous le voyez, je pense, on tape sur une prise de conscience. Vous voyez, si vous regardez les écrits des véganes, il y en a énormément par rapport à le nombre réel. Les écrits des véganes, ils parlent toujours de ça comme une révélation religieuse, comme une sorte d'épiphanie. Voilà, j'ai découvert que la viande c'était mauvais, que les animaux devaient être aimés. Alors les véganes les plus absolus, vous savez, refusent même les animaux domestiques. Vous disent, il ne faut même pas avoir d'animaux domestiques. C'est encore une manière de les, même si vous les aimez, de les garder prisonniers. Donc, il est hors de question de parler de meurtre. Il est hors de question de parler de consommation des animaux qu'il qualifie de meurtre. Alors, dans ce cas-là, nous sommes tous des tueurs en série, notamment hier. Il reste 10 minutes ou pas? Non? 2 minutes? Ah bon, j'ai 10 minutes ici. Bon, j'accélère un petit peu. On parle de meurtre des animaux, voilà, parce qu'on considère que ce sont des êtres sensibles, ce qui est vrai, bien sûr, mais on les qualifie à un moment, vous voyez, c'est une sorte d'astuce philosophique de personnes non humaines. Vous voyez, je n'ai pas le temps de développer ça, mais Singer vous dit les animaux sont des personnes non humaines, et les gens qui ne sont pas doués de raison, les vieillards, déments, les enfants handicapés, etc., sont des humains qui ne sont pas des personnes. Vous voyez le renversement qu'on fait? Eux sont des humains non-personnes, et les animaux sont des personnes non humaines. Voilà, donc c'est l'antispécisme, vous avez entendu parler certainement de ça. L'antispécisme considère la discrimination des animaux comme une forme de racisme anti-animal. Quelques images rapidement. Vous voyez, la communication végane est très efficace et on peine un petit peu à la freiner chez les jeunes et les adolescents. L'astuce consiste à montrer l'animal vivant. Vous voyez, l'animal vivant dans l'assiette. Or, personne ne mange des animaux vivants, hein, bien entendu. C'est une confusion sur le cru et le cuit, bien entendu. Voilà. Vous avez aussi toutes ces campagnes agressives. C'est une affiche dans le métro, hein, il y a quelques années. Vous en sortez très bien sans côte de bœuf, moi pas. Voilà. Bon, c'est le bœuf qui donne son avis. C'est de l'anthropomorphisme, vous voyez, clairement. L'anthropomorphisme, parce que le bœuf, bien sûr,
Voilà, il n'a pas d'opinion là-dessus. Donc, pour finir rapidement, la carnation ou l'incarnation devient le mal. Vous voyez, je parle de mal carné comme on parle de mal incarné. Il y a un terme, alors vous pouvez ne pas le retenir, mais compliqué, que propose Derrida, qui est un auteur compliqué, carno-phallogocentrisme, c'est-à-dire il y a une alliance de la phallocratie, du rationalisme occidental et des amateurs de viande qu'il faut dénoncer. Voilà, Derrida a fait école aux États-Unis là-dessus, c'est-à-dire faire un lien qui a été démenti par les études, faire un lien entre la consommation de viande et la violence, par exemple conjugale, ou la violence, n'est-ce pas ? Faire un lien entre la phallocratie et le fait de manger de la viande. Voilà, c'est ces choses-là. Le but, c'est d'inspirer le dégoût, comme je vous l'ai dit. Voilà, comme les gnostiques, on veut dégoûter les gens de l'alimentation saine, voilà, pour inciter à cette conversion. Voilà, c'est une religion prosélyte, comme je vais le montrer rapidement. C'est une religion, clairement, qui considère que le fait de manger est d'emblée une compromission. Il faudrait culpabiliser le fait de manger avec appétit parce que c'est participer finalement à cette injustice de la nature. Voilà, les auteurs véganes parlent d'injustice naturelle, même pour les carnivores qui mangent des herbivores. Chez certains auteurs les plus extrêmes, on dit qu'il faut rendre les carnivores herbivores, vous voyez, dans la nature. Bon courage pour ça. Une végane que je connais qui s'en prend toujours à moi dans les colloques, moi je ris d'elle, mais elle s'en prend à moi assez brutalement, démentant le pacifisme des véganes, est en train de rendre, paraît-il, herbivore son chat. Bon courage pour ça. Voilà. Alors, donc, c'est une biologie messianique comme le gnosticisme, vous voyez, parce qu'il y a une forme de salut. On parle vraiment en termes de conversion de salut. Alors, je ne peux pas m'attarder, mais voilà un livre pour enfants aux États-Unis qui a interpellé les pédiatres. Un pédiatre disait que c'était le livre le plus inquiétant qu'on ait jamais fait pour des enfants. Vegan is love, vous voyez, voilà. Alors, c'est les animaux qui vous parlent en vous disant « ne me mange pas ». Ils parlent aux enfants « ne me mange pas, laisse-moi vivre », etc. Voilà. Donc, l'idéologie qui cherche à toucher les esprits les plus jeunes. Donc, on développe ici une diététique. On peut rajouter un H à diététique, vous voyez, une sorte d'éthique de l'alimentation qui définit une forme de bien nutritionnel collectif, voilà, et qui ne tient plus compte peut-être du plaisir. Ce qui est sacrifié ici, c'est le plaisir. Alors, on pense ici bien sûr au régime d'exclusion, je vais rapidement là-dessus parce que vous les connaissez. Quels sont les arguments qu'on met en avant? Vous les connaissez aussi. On va parler d'abord de santé, voilà, ça permet de vivre plus longtemps, etc. Il y a un argument moral ou éthique aussi, bien sûr. Il est de notre devoir de manger moins de viande. Cet argument imprègne aujourd'hui même les agriculteurs, même les viandards, qui vous disent, bon, il est évident qu'il faudra moins manger de viande à l'avenir. Vous voyez, voilà, ils ont tout à fait intégré cet aspect-là, sans doute vous aussi. Et ensuite, c'est considéré comme une forme de progrès par rapport aux attardés qui mangent encore de la viande. C'est-à-dire, le vent du progrès, c'est, alors j'ai mis une référence à un politique récent, le vent du progrès, c'est de remplacer la vraie viande par de la viande artificielle ou par des pseudo-substituts, voilà, pour assurer une transition. Alors, ils savent que ça prendra du temps, voilà, il y a un discours très élaboré, une transition vers le progrès. Alors voilà pour Noël une suggestion que vous pouvez ne pas suivre. Voilà. Comme vous le savez, les véganes, c'est très étonnant, imitent la forme du steak, vous voyez, pour faciliter cette transition. On fait des steaks végétaux, on fait des nuggets végétaux, vos enfants comprendront tout de suite que c'est pas bon. Et on a même fait du faux gras. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est drôle. Le faux gras, voilà, pour Noël, pour qu'on garde ses habitudes, si on peut dire, tout en mangeant plus sain. Alors, dernière chose vraiment, et je vais vers la fin, ce qui vous frappe peut-être ici chez les jeunes, comme les adultes, c'est la multiplication des alimentations particulières, hors régime recommandé par des médecins. Alimentation particulière. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez plein de gens qui vous disent « je ne veux pas de viande, je veux pas… » Il y a tout le temps des alternatives végétariennes ou autres, sans gluten, bon là sans raison médicale, hein, sans cuisson, sans ceci, sans cela. Ce qui fait que, voilà, c'est une image intéressante du Last Thanksgiving, le repas même le plus convivial devient un repas isolé. Chacun mange, vous voyez, c'est très drôle, chacun mange son régime à lui. Il n'y a plus de partage, vous voyez, la commensalité, c'est manger au même plat. Il y a beaucoup de cultures, vous savez, les Éthiopiens, par exemple, qui ont un grand plat au milieu, et tout le monde mange du même plat. Voilà,
on est en train d'attaquer un petit peu aussi cette convivialité. Donc pour finir, manger est clairement devenu, je pense que vous en conviendrez, un plaisir coupable. Alors, en revanche, c'est un motif d'espoir peut-être, il paraît que le véganisme ne dure que 3 ans, comme l'amour, et que à certains moments, je ne sais pas si vous avez observé ça déjà, c'est drôle, ils font un petit écart. C'est-à-dire, vous voyez un végane se jeter sur du fromage parce qu'il est tout à fait dégoûté de ne pas avoir mangé, ou qui mange une viande, voilà. Mais sa culpabilité redouble alors, parce que ça devient un traître, vous voyez. Bon, mais vous avez des gens qui laissent tomber ce mode de vie, qui n'est pas tout à fait naturel, j'ai essayé de le montrer. Alors, je ne parle pas du Nutri-Score, on en parlera tout à l'heure, mais vous voyez, il y a une tendance à juger ce qu'on mange. Je ne sais pas si vous avez Yuka, mais ça m'insupporte au plus haut point, le fait de dire cet aliment est bon, moralement bon. Ben non, en fait, le foie gras sort à eux, n'est-ce pas, bien sûr, à Yuka, ou au Nutri-Score. Donc voilà, on définit le bien de manger. Quand on parle de bien vieillir, vous savez, ou de bien mourir, ce sont des normes, des injonctions morales. Qu'est-ce que bien manger? En fait, ça dépend des profils de mangeurs. On ne mange pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes besoins, les malades n'ont pas les mêmes priorités que les sains, etc. Vous voyez, voilà. Définir une norme du bien manger universel, c'est de la folie. Voilà, je vais pas poursuivre. Je vous recommande, vous pouvez le télécharger, un rapport, bon, c'est dans le style habituel de Patrick Tougnan, c'est-à-dire c'est rentre-dedans, c'est engagé, mais il a fait une note, je vous renvoie à la fin, sur les régimes déviants, et je vous mets la conclusion de sa note rapidement, je vous laisse lire. L'idée, c'est que ces régimes-là sont dangereux. Là, il y a une alerte médicale, vous voyez, sur ces régimes déviants. Ils sont dangereux pour les jeunes parce qu'ils les affaiblissent, parce que j'ai vu cette étude-là, c'est extraordinaire, dans un symposium sur la viande, certes, mais il y a une étude récente qui a montré que les gens qui ont un régime végétalien ou vegan ont plus de propension à développer des maladies psychiques. Alors, celui qui nous présentait cette étude nous disait, en revanche, on ne sait pas si elles préexistaient au fait d'adopter le régime vegan ou si elles sont une conséquence du régime. Voilà. Merci beaucoup, j'ai fini. La place pour quelques questions. Moi, j'ai une observation à te faire. Cette dimension philosophique est passionnante. Je pense qu'on pourrait, comme tu dis, en parler beaucoup plus longtemps. Nous, modestes cliniciens, dans nos cabinets, on voit 2 choses. On voit des jeunes, des ados carencés en protéines surtout, avec toutes les maladies et les conséquences que cela a. Et on voit cette espèce d'obsession de la maigreur physique, esthétique, qu'ils suivent sur TikTok et sur d'autres sites, où il y a carrément des espèces de gourous qui les poussent à la maigreur, à la grossophobie. C'est dramatique. Et effectivement, toute cette dimension philosophique, on ne peut pas l'aborder avec ni les parents, parce que c'est souvent eux fautifs, ni les ados. On est là pour attraper les dommages, quoi, hein, quand on peut. Ouais, pas forcément les parents, parce que vous avez la configuration aujourd'hui des jeunes qui convertissent les parents, ou cherchent à les convertir. Et merci de la transition. Je viens de publier un article sur je fais ma pub, dans Réalité pédiatrique, je ne sais pas si vous êtes abonné à cette belle revue, sur la grossophobie, justement. Et j'en ai pas parlé, Bernard, mais il y a l'image du corps, bien sûr, qui intervient dans ces troubles d'alimentation. L'image du corps qui est déjà péjoratif à l'adolescence, bien sûr, parce qu'il faut s'habituer à son nouveau corps, etc., mais qui aujourd'hui est accru par la civilisation du spectacle. Y a-t-il des questions ? Moi, c'est toujours un commentaire, c'est que nous, on est très très inquiets en pédiatrie puisqu'on voit de plus en plus de problématiques d'enfants qui ne veulent plus manger de viande, qui ne veulent plus rien manger. Et moi, j'ai une consultation oralité à l'hôpital où effectivement, on ramène cette idée de convivialité, de plaisir, on arrête les écrans. Ça fait partie de nos conseils systématiques à toutes les consultations et de ramener les préparations aussi. Donc, tu as tout dit effectivement là-dessus. C'est exactement ce qu'on fait et on fait de la prévention là-dessus parce que c'est extrêmement important. Merci. Merci Yanis.